La plupart des gens pensent que l'objet le plus précieux pour une personne sans abri, c'est l'argent, la nourriture ou une grosse couverture. Et ça semble logique, parce que vu de l'extérieur, tout paraît se résumer à la faim et au froid. Mais dans la rue, ce qui a vraiment de la valeur n'est pas toujours ce qui brille le plus, ni ce qui paraît important depuis une vie normale, mais ce qui te permet de contrôler le lendemain. Et quand une personne perd le contrôle du lendemain, commence une chute lente où chaque petit problème devient immense. Ce que presque personne ne comprend, c'est que vivre sans domicile ne signifie pas seulement ne pas avoir de toit. Cela signifie ne pas avoir d'endroit stable pour garder ses affaires, pour faire sécher ses vêtements, pour charger un téléphone, pour dormir sans être réveillé, et pour récupérer sans peur. Cela signifie que tout ce que tu possèdes est exposé à 3 menaces constantes: le climat, le vol et l'usure. S'il pleut, tout est mouillé. S'il fait froid, tout se rigidifie. Si tu t'endors, quelqu'un peut emporter le peu que tu as. Et si tu marches, tout finit par se casser avec le temps. C'est pourquoi l'objet le plus précieux n'est pas celui qui t'offre un moment de soulagement. C'est celui qui te soutient pendant des semaines. Celui qui ne s'épuise pas rapidement. Celui qui multiplie tes chances de survie dans plusieurs domaines à la fois. Et c'est là qu'arrive la première grande surprise. Pour beaucoup de personnes sans abri, l'objet le plus précieux n'est ni une tente, ni un sac de couchage, ni un énorme manteau. L'objet le plus précieux est souvent quelque chose de petit, bon marché, et facile à perdre. Et pourtant si important que certains se disputent pour l'avoir. Un briquet. Un briquet paraît insignifiant, jusqu'à ce que l'on se souvienne que le feu n'est pas seulement de la chaleur. Le feu, c'est la différence entre boire de l'eau froide ou de l'eau chaude, entre manger cru ou manger cuit, entre supporter une nuit glaciale ou récupérer un peu de température, entre rester immobile et gelé ou pouvoir réchauffer ses mains assez longtemps pour sentir à nouveau ses doigts. Pour quelqu'un qui a un logement, le feu est un confort. Pour quelqu'un dans la rue, le feu est un outil à 4 fonctions en un seul. Il chauffe, il cuisine, il stérilise, il signale et il le fait avec un niveau d'efficacité que peu d'objets atteignent. En hiver, une petite flamme peut changer complètement la façon dont le corps traverse la nuit. Pas besoin d'un grand feu de camp. En réalité, un grand feu devient souvent un problème. Il attire les regards, les plaintes, les risques. Les personnes qui vivent dans la rue et qui savent ce qu'elles font apprennent à travailler avec une chaleur discrète, un feu contenu, des flammes petites mais efficaces. Mais la vraie raison pour laquelle un briquet devient si précieux, ce n'est pas seulement ce qu'il peut faire, mais ce qu'il peut éviter. Il peut éviter qu'une personne mange quelque chose qui la rende malade. Il peut éviter que le froid détruise son sommeil pendant plusieurs jours. Il peut éviter que le corps s'épuise si vite qu'il ne puisse plus fonctionner normalement. Car lorsque le froid gagne plusieurs nuits de suite, le corps ralentit, l'esprit s'embrume, la motivation s'effondre. Et survivre devient plus difficile à chaque lever du jour. Une personne sans abri ne doit pas seulement tenir, elle doit continuer à fonctionner, continuer à marcher, continuer à résoudre, continuer à chercher des ressources. Et cela signifie que le feu n'est pas seulement de la chaleur pour la nuit, c'est de l'énergie pour le lendemain. Le briquet a aussi une autre qualité qui le rend encore plus brutalement précieux. Il fonctionne quand presque tout le reste échoue. Les allumettes se mouillent, elles se cassent, elles s'usent de vite. Un briquet, s'il reste sec, peut produire des milliers d'allumages. Des milliers. Dans une vie où chaque ressource compte, c'est énorme. C'est pourquoi beaucoup de personnes, vu que sans-abri expérimentés, développent des habitudes très précises avec leurs briquets. Ça, elles ne les laissent pas traîner. Elles ne les prêtent pas facilement. Elles les gardent comme des documents importants. Elles les enveloppent, les protègent de l'eau, les cachent. Et si elles peuvent, elles en ont plus d'un. Parce que perdre son seul briquet peut devenir une véritable crise. Et voici la partie inconfortable que la plupart ne veulent pas entendre. Dans la rue, l'objet le plus précieux devient précieux parce que la rue oblige à vivre dans une fragilité extrême. Un petit objet peut décider si tu manges chaud ou pas, si tu te réchauffes ou pas, si tu tombes malade ou si tu tiens encore. C'est cette fragilité qui crée une tension constante. Quand quelqu'un dit « ce n'est qu'un briquet », il parle depuis une vie où la chaleur est garantie. Dans la rue, la chaleur n'est pas garantie. Et quand elle ne l'est pas, le briquet devient une clé. Mais le feu à lui seul ne résout pas tout. En réalité, les personnes sans abri apprennent très vite une vérité. Le feu peut te donner de la chaleur pendant un moment, mais quand il s'éteint, le froid revient plus fort. Et si ta survie dépend uniquement du feu, elle s'effondre le jour où tu ne peux plus l'allumer. C'est là qu'intervient le deuxième objet, souvent considéré comme évident, mais dont la signification est bien plus profonde. Un sac de couchage n'est pas seulement une grande couverture, c'est une pièce portable. Un refuge qui ne ferme pas à 18 h, une barrière entre le corps et le sol. L'endroit où une personne peut arrêter de trembler assez longtemps pour dormir. Et dormir, dans la rue, ce n'est pas du repos, c'est de la réparation.
L'histoire change alors d'échelle. Si le briquet permet d'allumer la survie, le sac de couchage permet de la maintenir. Entre les deux se forme un système. Le feu crée une chaleur ponctuelle, le sac la conserve, le corps la gère. Dans la prochaine partie, nous entrerons dans ce second niveau où l'objet le plus précieux cesse d'être seulement ce qui chauffe et devient ce qui permet de survivre sans dépendre de la chance chaque nuit, même quand le climat change, même quand il pleut, même quand la ville vous repousse. Car dans la rue, ce qui a de la valeur n'est pas ce qui t'aide un jour, c'est ce qui t'empêche de tomber demain. Si le briquet représente la capacité d'initier la chaleur et de transformer l'environnement immédiat, le second objet qui dispute le titre du plus précieux est celui qui empêche cette chaleur de disparaître en quelques minutes. Car produire de la chaleur est difficile, mais la conserver est encore plus critique quand on n'a ni mur solide, ni chauffage stable, ni garantie de pouvoir recommencer le lendemain. Pour beaucoup de personnes sans abri, cet objet est un sac de couchage de qualité correcte, même s'il est usé, réparé ou issu d'un don. De l'extérieur, cela peut sembler être simplement une couverture avec une fermeture éclair. Mais dans la rue, cela devient quelque chose de bien plus sérieux. Une pièce portable qui ne dépend pas de l'autorisation de quelqu'un pour exister. Le sac de couchage ne couvre pas seulement le corps par-dessus. Il l'enveloppe, l'isole et crée une chambre d'air autour de la peau. Et cette chambre d'air est la clé. Car l'isolation réelle n'est pas le tissu, mais l'air emprisonné que le tissu maintient immobile. Quand l'air ne bouge pas, le corps peut le réchauffer et le conserver. Quand l'air circule, le froid balaie tout. Ici apparaît une différence brutale entre avoir un sac de couchage adapté et ne pas en avoir. Une personne qui dort uniquement avec des couvertures dans la rue dépend beaucoup plus de l'environnement car si le vent change de direction, si quelqu'un déplace une couverture ou si un coin reste exposé, la chaleur se perd très vite. A l'inverse, un sac de couchage bien fermé réduit ce risque parce que l'isolation reste collée au corps même lorsque les conditions autour changent. En plus, le sac remplit une autre fonction silencieuse. Il protège du sol. Beaucoup de gens pensent que le froid vient surtout d'en haut, alors que le sol absorbe la chaleur à une vitesse impressionnante. Si rien ne sépare le corps de la surface froide, la chaleur s'échappe vers le bas pendant des heures. C'est pour cela que les personnes expérimentées placent toujours quelque chose sous le sac, même si ce n'est que du carton ou des vêtements pliés, parce que le sac conserve la chaleur mais qu'il a besoin d'une base. Cependant, tous les sacs ne se valent pas. Dans la rue, l'étiquette indiquant la température recommandée cesse d'être un simple détail technique et devient une ligne de vie. Un sac conçu pour des températures douces peut être totalement insuffisant lorsque l'hiver devient sérieux. Et même si l'on ne peut pas toujours choisir, lorsqu'une personne obtient un sac prévu pour le froid intense, elle le protège comme s'il valait de l'or. Et c'est ici qu'apparaît un autre détail que beaucoup de personnes sans abri découvrent à leurs dépens. Un sac mouillé perd une grande partie de sa capacité isolante. L'humidité écrase l'air emprisonné et transforme l'intérieur en une chambre froide. Voilà pourquoi, lorsqu'il pleut, le sac est rangé roulé dans des sacs plastiques, surélevés du sol humide et séché dès qu'une occasion se présente, car perdre un sac ne signifie pas seulement perdre du confort, mais perdre de la stabilité. Mais le sac de couchage, aussi crucial soit-il, n'est pas parfait. Il ne cuisine pas, il ne chauffe pas l'eau, il ne permet pas de faire sécher des vêtements parce qu'il s'agit d'un système passif. Et dans la rue, dépendre uniquement d'un système passif peut être risqué. C'est pour cela que l'objet le plus précieux n'est pas toujours un seul objet, mais souvent la combinaison de deux éléments qui se complètent. Le briquet crée la chaleur, le sac la conserve, et le corps, au milieu, gère cette énergie comme s'il s'agissait d'un carburant limité. Pourtant, il existe une troisième pièce que beaucoup de personnes sans abri considèrent, dans la pratique quotidienne, comme encore plus importante parce qu'elle n'influence pas seulement le froid, mais presque toutes les dimensions de la survie moderne. Un téléphone portable chargé. Cela peut sembler étrange de placer un téléphone au même niveau qu'un sac de couchage ou qu'un briquet, mais dans la rue, le téléphone devient un outil multifonction. Il permet de trouver des distributions alimentaires, de vérifier les horaires des centres d'hébergement, de recevoir des alertes en cas de météo extrême, de repérer des opportunités de travail informelles, de recevoir des messages de proches, d'utiliser des cartes, de garder des contacts avec des services d'aide. Il permet de demander de l'aide, il permet de ne pas être complètement déconnecté. En hiver, le téléphone sert aussi à quelque chose de plus subtil mais vital. L'anticipation. Savoir qu'une vague de froid arrive permet de se préparer, de chercher un abri, d'organiser ses ressources, alors que ne pas être informé peut signifier se retrouver face à moins 20 degrés sans aucun avertissement. C'est pourquoi garder un téléphone chargé devient presque une obsession. On cherche des prises dans les bibliothèques, les gares, les centres commerciaux. On utilise des batteries externes lorsque c'est possible. On protège l'appareil du froid parce que les batteries se vident beaucoup plus vite à basse température. Le téléphone n'est pas un luxe, c'est un réseau.
Et ici apparaît une vérité inconfortable. Dans la rue, l'objet le plus précieux n'est pas toujours celui qui réchauffe le corps, mais celui qui maintient le lien avec le monde. Parce qu'une personne isolée a moins d'options, et moins d'options signifie plus de risques. Mais même le téléphone a ses limites. Il peut tomber en panne, il peut se casser, il peut être volé, et lorsque cela arrive, la survie redevient presque entièrement physique. Chaleur, isolation, repos. Ce qui devient évident, c'est que l'objet le plus précieux n'est pas simplement le plus cher ni le plus grand, mais celui qui multiplie les possibilités, celui qui fonctionne dans plusieurs scénarios, c'est celui qui reste utile, même lorsque tout le reste échoue. Dans la prochaine partie, nous entrerons dans une dimension encore plus profonde où l'objet le plus précieux cesse d'être quelque chose que l'on achète et devient quelque chose que l'on construit avec le temps. Parce que dans la rue, il existe quelque chose d'invisible, d'intouchable, mais qui peut peser plus lourd que n'importe quel sac de couchage. Et lorsqu'on le perd, cela fait plus mal que de perdre n'importe quel objet matériel. Jusqu'ici, nous avons parlé d'objets physiques. Le briquet qui crée le feu, le sac de couchage qui conserve la chaleur, le téléphone qui connecte au monde et élargit les possibilités. Tous sont cruciaux. Tous peuvent faire la différence entre une nuit supportable et une nuit dangereuse. Mais il y a quelque chose que beaucoup de personnes sans abri découvrent avec le temps et qui change complètement la perspective sur ce qui a réellement de la valeur. Parce que dans la rue, l'objet le plus précieux n'est pas toujours celui que l'on porte dans son sac. Parfois, c'est celui que l'on porte dans sa tête. L'expérience. Cela peut sembler abstrait, mais dans un environnement où chaque décision a des conséquences immédiates, l'expérience devient un outil concret. Savoir où dormir sans que le vent frappe directement. Savoir quelles zones de la ville deviennent plus dangereuses après une certaine heure. Savoir quelle distribution donne des portions plus consistantes ou lesquelles permettent de se resservir. Savoir quels endroits ont des prises accessibles et lesquels n'en ont pas. Tout cela ne prend pas de place, mais cela a un poids immense. Une personne qui vient d'arriver à la rue peut avoir un bon sac de couchage et un briquet, et pourtant vivre des nuits bien plus difficiles que quelqu'un qui a un équipement plus basique, mais des années d'expérience. Parce que l'expérience réduit les erreurs. Et dans la rue, les erreurs coûtent cher. L'expérience apprend aussi à reconnaître des signaux qui passent inaperçus pour quelqu'un qui regarde de l'extérieur. Par exemple, identifier quand un nuage annonce la pluie avant la première goutte afin de protéger le sac de couchage. Ou comprendre qu'une certaine zone devient plus venteuse vers minuit à cause de la façon dont l'air se canalise entre les bâtiments. Ou savoir que dormir trop exposé peut attirer des problèmes avant l'aube. Ce savoir n'est pas théorique, car il s'accumule à force de nuits mauvaises et de leçons dures. Et lorsqu'une personne l'acquiert, elle le protège avec la même attention qu'elle protégerait un briquet. Mais l'expérience ne se construit pas seule. Elle se partage, et c'est là qu'apparaît un autre objet qui, même s'il ne se range pas dans un sac, est vital dans la vie sans domicile, le réseau. Un réseau de personnes qui se préviennent lorsqu'une vague de froid arrive, qui partagent des informations sur les hébergements temporaires, qui avertissent des zones dangereuses, qui échangent des ressources lorsqu'un des leurs perd quelque chose d'important. Ce réseau n'est pas toujours officiel. Parfois, ce sont de courtes conversations sous un pont. Parfois, ce sont des numéros échangés dans une distribution. Parfois, et c'est simplement le fait de savoir qui dort habituellement dans la même zone. En hiver, ce réseau peut sauver des vies. Si quelqu'un remarque qu'une autre personne reste trop immobile ou ne répond plus, il peut intervenir. Si quelqu'un obtient une couverture en plus, il peut la partager. Si quelqu'un connaît un endroit plus protégé, il peut prévenir. Dans le froid extrême, la survie devient moins individuelle et plus collective. Et c'est ici que l'idée même de l'objet le plus précieux commence à changer complètement. Parce qu'un briquet peut se perdre, un sac peut se déchirer, un téléphone peut s'éteindre, mais l'expérience et le réseau, une fois construits, ne disparaissent pas facilement. Cependant, il existe quelque chose d'encore plus fragile, que beaucoup considèrent comme le véritable noyau de tout, l'identité. Et quand quelqu'un perd son logement, il perd plus que des murs. Il perd une routine, il perd une structure, il perd l'intimité, il perd le sentiment d'appartenance. Et au milieu de cette perte, garder un objet personnel qui n'est pas directement lié à la survie peut sembler inutile, mais ça ne l'est pas. Une photographie, un document important, une lettre, un petit souvenir qui n'a aucune fonction thermique ni technologique, mais qui soutient quelque chose d'intérieur. Cet objet peut devenir l'encre qui empêche une personne de se dissoudre dans la routine froide de la rue. Car la survie n'est pas seulement physique, elle est aussi mentale. Et lorsque l'esprit se brise, le corps finit par suivre. C'est pour cela que certaines personnes protègent une photographie avec plus de soin que leurs propres vêtements, et non pas parce qu'elle réchauffe, mais parce qu'elle rappelle qui l'on est au-delà de la rue.
Et se souvenir de qui l'on est peut être ce qui pousse à chercher de l'aide, à se lever un matin de plus, à ne pas abandonner lorsque le froid semble interminable. Ce qui est intéressant, c'est que ces niveaux se superposent. L'objet le plus précieux peut changer selon le moment. Lors d'une nuit de vent extrême, ce sera le sac de couchage. Lors d'une journée pluvieuse, ce sera le sac étanche qui protège le reste. En cas d'urgence médicale, ce sera le téléphone chargé. Pendant un long hiver, ce sera le réseau de personnes qui soutient. Cela révèle quelque chose de profond. Dans la rue, la valeur n'est pas fixe. Elle change selon le contexte. Ce qui te sauve aujourd'hui ne sera pas forcément le plus important demain. Dans cette dernière partie, nous fermons le cercle, car il existe une dimension finale qui rassemble tout ce qui précède et redéfinit complètement la question initiale. Il ne s'agit plus seulement de savoir quel objet est le plus précieux, mais lequel a le pouvoir de rendre quelque chose qui semble perdu lorsqu'on vit sans domicile. Et lorsqu'on comprend cela, la réponse cesse d'être évidente. Si l'on considère l'ensemble, le briquet qui permet d'allumer le feu, le sac de couchage qui conserve la chaleur, le téléphone qui relie aux ressources, l'expérience qui évite les erreurs, le réseau qui multiplie les possibilités et le petit souvenir qui maintient l'identité, la question change complètement. Il ne s'agit plus simplement de savoir quel objet est le plus utile pendant une nuit froide ou une journée de pluie, mais lequel a le pouvoir de modifier la trajectoire entière d'une personne sans abri. Car survivre est une chose, sortir de la rue en est une autre. À ce stade, l'objet le plus précieux pour beaucoup de personnes sans abri n'est ni celui qui réchauffe le corps, ni celui qui éclaire l'obscurité, mais celui qui ouvre de véritables portes. Et cet objet est souvent quelque chose qui tient dans une poche, qui ne réchauffe pas, qui ne cuisine pas, mais qui conditionne l'accès à presque tout le reste. Une pièce d'identité. Cela peut sembler simple, presque administratif, mais en pratique, c'est la clé qui sépare la survie quotidienne de la possibilité de reconstruction. Sans identification officielle, obtenir un emploi formel devient presque impossible. Accéder à certains hébergements est plus compliqué. Et bien, demander des aides publiques se transforme en labyrinthe. Ouvrir un compte bancaire, louer une chambre ou même s'inscrire à certains programmes sociaux nécessite ce petit rectangle de plastique ou de papier. Lorsqu'une personne perd son logement, elle perd souvent aussi ses documents dans le processus. Lors d'une expulsion, d'un vol, d'un déplacement forcé, d'une nuit de pluie, les récupérer peut être long, complexe et parfois coûteux. Et tant qu'elle ne les possède pas, sa marge de manœuvre se réduit drastiquement. C'est pourquoi, lorsqu'une personne dans la rue parvient à conserver sa pièce d'identité, elle la protège avec une attention presque obsessionnelle. Elle est rangée dans des pochettes imperméables, dissimulées entre plusieurs couches, séparées des autres objets pour éviter qu'elle ne soit mouillée ou abîmée. Car perdre un sac de couchage fait mal, mais perdre son identité officielle peut fermer des opportunités pendant des mois. C'est ici que le concept de « objet le plus précieux » devient encore plus profond. Le briquet aide à passer la nuit, le sac de couchage aide à traverser l'hiver, le téléphone aide à se connecter, mais la pièce d'identité aide à changer de décor. Et changer de décor est ce que beaucoup recherchent, même lorsqu'ils semblent résignés. Cela ne signifie pas que chacun dispose immédiatement d'une issue. La réalité, c'est complexe. Il existe des obstacles liés à la santé mentale, aux dépendances, à l'absence de soutien familial, aux traumatismes accumulés. Mais même au milieu de ces difficultés, le document d'identité représente une possibilité. Il représente l'option d'essayer autre chose lorsqu'une opportunité apparaît. Là, cependant, au-delà même du document physique, il existe un dernier niveau qui redéfinit totalement le titre de cette vidéo. L'objet le plus précieux pour une personne sans abri peut être une espérance structurée. Non pas l'espoir vague que quelque chose ira mieux, mais une espérance concrète, appuyée sur des informations, sur des ressources connues, sur de petits plans réels. Cette espérance se soutient parfois dans quelque chose d'aussi simple qu'un carnet contenant des adresses de centres d'aide, des horaires de distribution, des contacts de travailleurs sociaux, des numéros importants écrits à la main au cas où le téléphone n'aurait plus de batterie. Ce carnet peut sembler insignifiant, mais lorsque le téléphone tombe en panne, lorsqu'il n'y a pas d'accès à Internet, lorsque la mémoire est saturée par le stress, avoir l'information écrite peut faire la différence entre rester paralysé ou agir. Ce qui devient clair, c'est que la valeur dans la rue ne réside ni dans le luxe, ni dans la taille de l'objet, mais dans sa capacité à élargir les options. L'objet le plus précieux est celui qui offre une marge thermique, une marge énergétique, une marge sociale ou une marge d'avenir. Et ici apparaît une vérité dérangeante. Pour quelqu'un qui a un logement, beaucoup de ces objets sont secondaires. Un briquet est quelque chose que l'on perd sans importance. Un sac de couchage reste rangé dans un placard. Un document est quelque chose auquel on pense rarement. Mais lorsque tout le reste disparaît, ces mêmes objets deviennent des piliers. La vie sans domicile oblige à réduire le monde à l'essentiel. Et dans cette réduction,
Et chaque objet doit justifier son poids. Il doit servir à plus d'une chose, il doit protéger sur plusieurs fronts. Il doit durer. Au final, l'objet le plus précieux n'est pas universel. Il change selon la saison, selon la ville, selon la personne. Pour quelqu'un confronté à un hiver extrême, ce sera le sac de couchage. Pour quelqu'un qui cherche un emploi, ce sera la pièce d'identité. Pour une personne isolée, ce sera le téléphone chargé. Pour quelqu'un qui vient d'arriver dans la rue, ce sera le briquet qui lui permettra de ne pas passer sa première nuit dans le froid. Mais tous ont un point commun. Ce ne sont pas des luxes, ce sont des outils de survie et de possibilités. Et peut-être que la leçon la plus forte est celle-ci. Lorsque l'on perd son logement, la valeur des choses est redéfinie complètement. Ce qui était autrefois ordinaire devient essentiel. Ce qui semblait petit devient immense, et ce qui allait de soi devient la ligne qui sépare la résistance de l'effondrement. Car dans la rue, l'objet le plus précieux n'est pas celui qui impressionne. C'est celui qui permet d'avancer, un jour de plus, jusqu'à ce que ce jour devienne une opportunité différente.